Chapitre 1. La fête à Willowbrook. La fête estivale annuelle de Willowbrook avait toujours été une source de fierté pour le village. Les banderoles accrochées sur la pelouse flottaient joyeusement au vent. La fanfare, bien qu'un peu hésitante dans son timing, jouait « Rule Britannia » avec enthousiasme, et le parfum des scones fraîchement sortis du four flottait sous la tente à thé comme une bénédiction. C'était en bref le genre d'après-midi anglais qui donnait l'impression que tout allait bien dans le monde. Miss Jane Marple, une petite dame âgée au regard bleu perçant et aux observations apparemment inépuisables, était assise à l'ombre d'un chêne. On l'avait persuadée, malgré son bon sens, de siéger au jury du concours de broderie, même si elle avait clairement fait savoir à la femme du pasteur qu'elle ne prétendait pas à une supériorité en la matière. Pourtant, Miss Marple n'était pas du genre à refuser son devoir civique, et elle avait donc passé la matinée à admirer poliment de délicats points de rose, d'initiales et d'agneaux dans de vertes prairies. Maintenant que le soleil montait plus haut, elle se contentait d'un plaisir simple, une bonne tasse de thé. Mais quand la coupe fut versée, elle remarqua quelque chose d'étrange. La théière, une belle pièce d'argent apportée par Madame Emery, la redoutable épouse du marguillier, dégageait un air raffiné. De la vapeur s'échappait joliment de son bec. Pourtant, lorsque Miss Marple porta sa tasse à ses lèvres, le goût était étrangement amer, légèrement métallique, et pas du tout celui auquel elle s'attendait. Miss Marple posa sa tasse avec un froncement de sourcils pensif. Non loin de là, les bavardages des villageois continuaient. Madame Harper racontait des ragots sur le nouveau locataire de son voisin. Le jeune Thomas Pratt exhibait fièrement une moelle primée du jardin potager de son père, et l'institutrice, mademoiselle Carter, réprimandait ses élèves pour s'être approchés trop près de la table à gâteaux. Tout cela était parfaitement ordinaire, parfaitement anglais. Et puis, ce n'était plus le cas. Un cri s'éleva. Les chaises raclèrent l'herbe avec force. Madame Emery, qui quelques instants auparavant présidait avec une autorité majestueuse les billets de tombola, s'était effondrée près de la théière. Sa main potelée serra sa poitrine, et le bavardage distingué de la fête se transforma en confusion paniquée. L'orchestre s'est effondré à mi-note. Un tromboniste a laissé échapper un cri tragique. « Appelez le docteur !» cria quelqu'un. « Appelez l'inspecteur Graves !» cria un autre. Miss Marple se leva vivement, le regard plus perçant que jamais. Tandis que les autres s'affairaient, allaient chercher de l'eau et se tordèrent les mains, elle observait silencieusement. La théière brillait encore sur la nappe. Les tasses étaient à moitié pleines. Et le goût amer persistait dans sa bouche, léger et troublant. Miss Marple regarda une fois de plus Madame Emery, son large visage soudainement flasque et pâle. Elle ne dit pas un mot, mais ses pensées étaient claires. Ce n'était pas un évanouissement, c'était la mort. Et la mort, elle le savait par expérience, n'intervenait jamais sans raison dans une fête de village, et Miss Marple avait l'intention de découvrir pourquoi. Chapitre 2. Murmure sur le green. La fête ne prit évidemment pas fin immédiatement après l'évanouissement de Madame Emery, même si pendant un moment, tout le village de Willowbrook sembla avoir oublié les tombolas, les concours de moelle osseuse et les prix de broderie. La tente à thé était en désordre, l'orchestre sombra dans un silence confus, et le pasteur se tordait les mains, tel un homme persuadé de devoir faire quelque chose d'utile, mais qui ne sait absolument pas de quoi il s'agit. Le docteur Whitcomb fut immédiatement appelé, mais il fallut attendre un quart d'heure avant d'apercevoir sa robuste bicyclette dévaler la rue. Entre-temps, le corps de Madame Emery avait été discrètement transporté à la sacristie, son mari la suivant d'un air stupéfait et incrédule. Certains murmurèrent qu'il paraissait plus agacé que triste, mais personne ne pouvait l'exprimer à voix haute. Pas encore. Une fois le choc initial passé, les villageois ont fait ce qu'ils font toujours face à une tragédie. Ils ont bavardé. De petits groupes de personnes se rassemblaient sous les banderoles, chuchotant d'une voix à la fois feutrée et enthousiaste. La fête, à sa manière, était devenue plus divertissante que quiconque aurait pu l'imaginer. Miss Marple, un peu à l'écart,
observait avec sa sérénité habituelle. Elle ne se mêlait pas aux murmures, mais grâce à son ouïe fine et à son don de se fondre dans le décor, elle entendait suffisamment. « Le cœur, ça devait être le cœur », disait madame Pratt à sa voisine. « Toute cette agitation, les billets de tombola, les gâteaux, elle s'est donnée à fond, la pauvre. » Mais la voisine de madame Pratt, madame Harper, secoua la tête d'un air entendu. « N'importe quoi. Tu n'as pas vu son visage, Annie. Pas un évanouissement, pas un mouvement. Crois-moi, il y a plus que ça. Et ne me dis pas le contraire. Je l'ai vu se disputer avec Harford la semaine dernière devant la salle paroissiale. »« À propos des comptes, n'est-ce pas ?» intervint le vieux monsieur Trulove, qui s'était approché discrètement. « Je l'ai entendu crier clairement. Il a dit « Vous ne pouvez rien prouver. » Il était tout rouge. Madame Pratt laissa échapper un petit hoquet. « Vous ne voulez pas dire « de l'argent ». Le groupe s'est rapproché, avide de scandale. Miss Marple sirota son propre thé, maintenant froid, et rangea soigneusement sa remarque. Ailleurs, près de la cocoterie, le jeune Thomas Pratt répétait son histoire pour la 3e fois. « Elle est tombée comme un sac de charbon », déclara-t-il, les yeux brillants de la joie de quelqu'un qui a vu quelque chose d'effroyable. Un instant, elle était toute gonflée d'orgueil, demandant à Béatrice de bien verser les tasses, et l'instant d'après, boum, elle est tombée. Ça m'a fait une sacrée frayeur, je peux vous le dire. « Tais-toi, Tommy », lui dit sa mère d'un ton sec, mais elle se pencha vers madame Carter, l'institutrice, et murmura. C'était le thé. Ça devait être ça. Cette théière est trop grande pour nous. Argentée, vraiment. Je n'ai jamais aimé son aspect. Miss Carter pinça les lèvres. « Je n'approuve pas les spéculations futiles, » dit-elle, bien que son regard fût perçant derrière ses lunettes. « Mais vous avez tout à fait raison pour la théière. Un objet tape à l'œil, et j'ai souvent pensé que madame Emery se croyait au-dessus de son rang. » À la porte de l'église, on vit la pauvre Béatrice Lowe s'essuyer les yeux avec un mouchoir froissé. C'était une jeune femme timide de 19 ans, en service au presbytère, mais sollicitée chaque fois que la fête exigeait des renforts. Miss Marple remarqua le tremblement des mains de la jeune fille, tandis qu'elle ne parlait à personne en particulier. « J'ai fait ce qu'elle m'a demandé, » murmurait Béatrice à plusieurs reprises. « Je l'ai lavé, je l'ai ciré, je n'ai rien fait de mal. » Personne ne lui prêta beaucoup d'attention. La plupart des gens pensèrent que Béatrice était simplement bouleversée par le choc. Mais le regard clair de Miss Marple se posa longuement sur la jeune fille. D'après son expérience, on ne répétait pas avec autant d'insistance, sauf si quelque chose pesait sur nous. Lorsque l'inspecteur Graves arriva de Marlécombe, avec ses bottes sages et son air grave, la fête avait retrouvé une certaine normalité. La fanfare reprit son envol avec une gaieté déterminée, et quelques courageux tentèrent même de poursuivre la tombola. Pourtant, l'excitation était retombée. Chacun pensait à madame Emery, et surtout aux conséquences de sa mort soudaine. L'inspecteur Graves, un homme grand et anguleux, aux manières brusques, prit les choses en main avec empressement. Il entendit la déclaration du médecin. Insuffisance cardiaque, rien d'anormal à son âge, et hocha la tête comme si l'affaire était réglée. Mais dans la foule, les langues se déliaient plus que jamais. « Elle était forte comme un bœuf, » murmura madame Pratt. « Un cœur, vraiment. »« Tu as vu son visage ?» murmura de nouveau madame Harper. « Il était violet. Violet, je te dis. Ça ne ressemble pas à un cœur, à mon avis. »« Du poison, » dit un jeune garçon avec délectation, méritant une tape sur l'oreille de sa mère. Miss Marple ne contredisait ni le médecin ni l'inspecteur. Elle était assise sereinement, comme si elle se contentait de laisser les choses suivre leur cours. Mais intérieurement, elle se rappelait plusieurs faits très curieux. Elle pensa à l'amertume de sa propre tasse. Elle pensa à madame Emery se servant en dernier. Bizarre, car elle insistait toujours pour avoir la priorité. Et elle pensa à la pauvre Béatrice,
marmonnant qu'elle devait polir l'argenterie et obéir aux ordres. Tout cela était très suggestif. Mais suggérant quoi, Miss Marple ne pouvait pas encore le dire. Pour l'instant, elle écoutait. Elle observait. Elle observait qui paraissait soulagé, qui paraissait bouleversé, qui s'empressait de murmurer et qui restait silencieux. La nature humaine, elle le savait, se révélait le plus clairement dans les moments de choc. Et à Willowbrook, en cet après-midi ensoleillé, elle se révélait avec une clarté remarquable. Miss Marple croisa soigneusement ses mains sur ses genoux et s'autorisa le plus petit des sourires. Chapitre 3. Une théière avec un passé. Le lendemain matin, le temps était clair et frais, une légère brume planant sur les haies de Willowbrook. Pour la plupart des villageois, le choc de la mort soudaine de Madame Emery s'était apaisé, et la sensation réconfortante d'avoir un sujet de conversation pour les semaines à venir. Mais pour Miss Marple, assise près de sa fenêtre avec un petit plateau de petit déjeuner, le sujet restait vif et troublé. Elle prit son thé, infusé comme il se doit dans une simple théière brune sans la moindre trace d'argent, et considéra l'étrange amertume de la fête de la veille. Ce n'était pas de l'imagination. Son palais, aiguisé par des années de dégustation minutieuse et de gestion ménagère, ne l'avait pas trompé. Quelque chose d'étranger, subtil mais distinct, avait été présent dans cette tasse, et Madame Emery, qui avait bu le sien plus abondamment, était maintenant froide dans la sacristie. Miss Marple résolut de se rendre chez le vicaire ce matin-là, soi-disant pour lui présenter ses condoléances et peut-être l'aider dans ses démarches. On attendait des condoléances. Elle savait que les observations n'étaient généralement prises en compte que bien plus tard. Au presbytère, la maisonnée était en émoi. L'épouse du pasteur, Madame Alderbury, était en larmes à cause de la honte de la mort pendant sa fête. Le pasteur tentait de la réconforter avec des platitudes sur les voies impénétrables de Dieu, et on vit Béatrice Lowe entrer et sortir de la cuisine comme un lapin effrayé. « Ma chère Miss Marple !» s'exclama Madame Alderbury lorsque la vieille dame apparut sur le seuil. « Vous êtes si aimable de venir. Quelle horreur, et surtout à une fête. Je ne sais pas comment nous allons supporter ce scandale. » Miss Marple lui tapota doucement le bras. « C'est toujours un choc, ma chère, même si parfois on a l'impression que ce n'est pas aussi inattendu qu'on le prétend. Madame Emery n'était pas une femme d'un naturel très calme, n'est-ce pas ?» La femme du pasteur renifla. « C'est vrai. Elle avait le don de se rendre désagréable, mais mourir en public, quelle humiliation pour le pauvre monsieur Emery. » Miss Marple murmura quelque chose de compatissant, mais son regard était fixé sur Béatrice, qui s'était arrêtée juste à l'intérieur de la pièce. Les mains de la jeune fille se tordaient dans son tablier. « Tu aidais à la tente à thé, n'est-ce pas, Béatrice ?» demanda gentiment Miss Marple. « Oui, madame. » Madame Emery me l'a demandé spécialement. Elle a dit que sa théière devait être impeccable. La voix de Béatrice tremblait. « Je l'ai astiquée 2 fois, je le jure. »« Bien sûr que tu l'as fait, ma chère, » la rassura Miss Marple. « Et tu as fait du bon travail. L'argent est un métal difficile à manipuler, toujours taché, à moins d'être vigilant. » Les lèvres de Béatrice tremblèrent encore. « Il y avait un papier, madame. » Plié, glissé sous le feutre du fond. Je n'ai pas regardé, vraiment pas. Quand je suis revenu après avoir récupéré la crème, il avait disparu. Le regard de Miss Marple s'adoucit. J'imagine que tu l'imaginais, mon enfant. Ce genre de choses nous vient souvent à l'esprit dans les moments de détresse. Mais en privé, Miss Marple savait que la jeune fille n'avait rien imaginé. Cet après-midi-là, elle se promena dans le village, son parapluie noir impeccable tapotant légèrement les pavés. À l'épicerie, les langues se déliaient aussi librement que la balance pesait le sucre. « Quel choc !» déclara Madame Pratt à qui voulait l'entendre. « Et quelle belle théière en plus. Elle était neuve, n'est-ce pas? Je ne l'avais jamais vue avant cette année. » Monsieur Trulove, rangeant ses bonbons à 1 sou, la corrigea avec satisfaction. « Pas neuf. D'occasion. Venue de Rose Hill, de cette Madame Lockwood. Son mari est mort l'hiver dernier. Une affaire catastrophique, la grippe, paraît-il, mais bizarre à mon avis.
Elle a vendu la moitié de ses affaires, y compris ce pot. Miss Marple s'arrêta devant les pots de sucre d'orge. Vraiment, c'est très intéressant. Et Madame Lockwood n'élevait-elle pas de volailles? Des volailles et des cochons, affirma M. Trulove. Il a tout abandonné après sa mort. Il n'a pas pu s'en sortir seul. Miss Marple le remercia poliment et acheta une modeste pièce de 25 cents. Mais son esprit s'emballait déjà. La théière, semblait-il, avait une histoire. Une maladie familiale récente, un décès et une veuve désireuse de se débarrasser de ses biens. Curieux, en effet. Au moment où l'inspecteur Graves apparut à St. Mary Mead plus tard dans la soirée, convoqué par les voix officielles pour consulter le docteur Whitcomb, Miss Marple l'attendait déjà sur le chemin de son jardin, comme par hasard. L'inspecteur la regarda avec un respect méfiant. « Bonsoir, Miss Marple. J'imagine que vous avez entendu assez de rumeurs pour toute une vie. »« On n'en a jamais assez de la nature humaine, inspecteur, » répondit doucement Miss Marple. « Je suppose que vous êtes satisfait du verdict du médecin. »« Une insuffisance cardiaque, » répondit Graves sèchement. « Rien d'inhabituel. Ces villageois imaginent toujours un meurtre alors que c'est la nature qui est en cause. »« En effet, » dit Miss Marple, « il est curieux que la théière en question ait déjà été liée à une autre mort subite. Et plus étrange encore que Madame Emery se soit servie elle-même hier, contrairement à ses habitudes. La plupart des hôtesses, vous savez, préfèrent la priorité. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Vous avez encore observé, n'est-ce pas ?» Miss Marple sourit sereinement. « Il faut s'occuper l'esprit, inspecteur. » Plus tard, seule dans son salon, elle posa sa théière marron à côté de la pince à sucre en argent et la contempla pensivement. Il y avait toujours, songea-t-elle, plus dans un objet que sa surface. Les théières, comme les gens, portaient leur passé en silence, attendant que quelqu'un remarque les taches qu'aucun polissage ne pouvait effacer. Miss Marple l'avait remarqué, et elle comptait bien continuer à le remarquer, jusqu'à ce que la vérité sur la mort de Madame Emery soit révélée. Chapitre 4. Le grand livre de la paroisse et la rangée de la tombola. Cet après-midi-là, la salle paroissiale donnait l'impression qu'une domestique consciencieuse avait pris le village par les coudes et l'avait secoué d'un pas vif. Les banderoles avaient été retirées, les tables pliantes étaient appuyées contre le mur, telles des pécheurs repentis, et l'énorme urne, coupable ou témoin, se dressait sur la dalle de l'arrière-cuisine, attendant son jugement. Seule une infime trace de thé renversé subsistait sur les planches récurées, un halo fantomatique qu'aucun zèle ne parvenait à effacer. Miss Marple arriva avec l'air d'une femme venue rendre un recueil de cantiques empruntés. Elle accueillit Madame Alderbury avec une douce sollicitude et se laissa plaquer sur une chaise près de la porte de la sacristie, où l'odeur de cire d'abeille se mêlait à celle du vieux papier et des recueils de cantiques humides. « Ma chère Miss Marple, » commença la femme du pasteur dans un murmure censé rester confidentiel et pourtant parfaitement audible pour quiconque se trouvait à moins de 10 mètres. « J'ai été profondément bouleversée, non seulement par la mort de la pauvre Madame Emery, extrêmement choquante, mais aussi par ce qui a été révélé depuis. »« Qu'est-ce qui a été découvert, ma chère ?» demanda Miss Marple en repliant ses gants, l'air doux comme la neige. Madame Alderbury jeta un coup d'œil vers le bureau intérieur, où étaient tenus les comptes de la paroisse. « Le grand livre, » dit-elle en baissant encore la voix, « les recettes de la tombola, la collecte de fleurs, les petites œuvres. Caritatives? Oh, je vais me rendre malade rien que d'y penser. Il y a des irrégularités. » Elle prononça ce dernier mot avec un mélange d'effroi et de fascination, comme un enfant goûtant un bonbon interdit. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent presque imperceptiblement. Les irrégularités s'expliquent, avec calme et méthode. Les nombres sont comme les gens, ils ont des habitudes et laissent des traces. À cet instant, le vicaire jeta un coup d'œil hors du bureau, ses lunettes sur le nez, comme si elle s'était éposée là d'elle-même. « Madame Alderbury, ma chère, l'encre. Nous n'en avons plus du tout. Oh, Mademoiselle Marple, une aubaine. Pourriez-vous...
Empêcher ma femme de s'agiter inutilement pendant que je cherche à nouveau le coupe-papier ? Bien sûr, murmura Miss Marple, mais l'agitation ne pouvait être contenue. Dans le cas de Madame Alderbury, c'était une créature qui insistait pour se percher sur son épaule, murmurant de sombres possibilités. « Je dois vous dire, poursuivit-elle en se penchant, que la semaine dernière, Madame Emery a déclaré, avec beaucoup de conviction, qu'elle avait l'intention de procéder à un examen approfondi des comptes de la paroisse. Elle y tenait absolument. Elle a dit qu'il y avait eu des négligences, voire, oh, je n'arrive pas à me résoudre, des vols. » « Et de qui a-t-elle parlé de négligence ?» demanda Miss Marple, comme si elle parlait d'un coussin à épingles égarées. Madame Alderbury rougit. « Chez Monsieur Harford, c'est notre trésorier, comme vous le savez. Il peut être brusque et négligent, mais je ne l'ai jamais trouvé malhonnête. »« Eh bien, dit Miss Marple, la brutalité est un piètre bouclier contre les soupçons, mais ce n'est pas, en soi, un crime. » Une toux retentit à la porte du bureau. Monsieur Harford lui-même se tenait là, large d'épaules et indigné, sa cravate de travers comme si elle avait été nouée lors d'une dispute. Derrière lui, la longue silhouette de l'inspecteur était visible, et sur le bureau, entre eux, se trouvait le grand livre paroissial, un volume solide, imprégné de l'autorité de l'âge. Une bouteille d'encre était accroupie à côté, tel un crapaud sombre. « S'il vous plaît, dit Harford d'un ton sec, je voudrais qu'on sache que je n'ai rien à cacher. J'ai tenu ces comptes pendant 7 ans. S'il y a une erreur, je la trouverai et la corrigerai. Mais je ne veux pas être calomnié dans ma propre église. »« Personne ne vous calomnie, monsieur Harford, » protesta faiblement le vicaire, réapparaissant sans le coupe-papier. « Nous ne faisons que, clarifier les choses. » L'inspecteur Graves s'avança. « Nous éviterons les mises en scène, s'il vous plaît. Nous exigeons des faits. » Son regard se porta non pas sur Harford, mais sur Miss Marple. « Vous êtes ici, Miss Marple, pour... » Il laissa sa phrase en suspens avec une neutralité professionnelle. « Pour rendre un recueil de cantiques, » dit aimablement Miss Marple, « et peut-être pour admirer la propreté des comptes. » La bouche de l'inspecteur se contracta. « Tout à fait. » Ils se rendirent au bureau. Le registre était un lourd ouvrage relié en veau, sur la couverture duquel était gravé en doré le nom de l'église. Miss Marple, qui n'avait jamais osé s'asseoir dans une sacristie sans y être invitée, en trouva une placée pour elle aussi naturellement que si on l'avait attendue. Elle ne toucha pas au livre. Elle se contenta d'observer. Harford tournait les pages avec la main lourde d'un homme qui croit que le poids est une forme d'honnêteté. « Revenu de la fête, dépensé ici, petite caisse réglée ici. Voici votre rubrique tombola, pasteur, et voici les commandes de fleurs du cousin de Madame Pratt à Marlécombe. Tout est signé. » L'inspecteur Graves désigna une page du bout de son crayon. « Et ça ?» Harford serra les dents. « Un don anonyme, inspecteur. 10 livres. On en reçoit de temps en temps. » « Les dons anonymes, » s'aventura Madame Alderbury, « se font généralement par lot de 5 ou d'1. Les dons de 10 sont rares. » Le teint de Harford s'empourpra. « Devons-nous refuser la générosité parce qu'elle heurte notre sens des proportions ?»« Absolument pas, » répondit Miss Marple d'un ton apaisant. « La mesure est un guide trompeur. Un mari très dévoué peut oublier l'anniversaire de sa femme et pourtant penser à remonter l'horloge de 8 jours chaque samedi. » Graves parut amusé malgré lui. « Regardons les signatures, » suggéra-t-il. Le vicaire sortit ses lunettes de leur perchoir précaire et examina les inscriptions correspondantes. « Oui, oui, mes initiales, celles de M. Harford, ici et ici, parfaitement en ordre. » Miss Marple pencha la tête, voyant non pas le registre, mais les contours des choses. La plume essuyée négligemment sur le buvard, les petits grains d'encre bleu-noir séchés au goulot du flacon, une légère trace sur la marge de la page, là où une main s'était posée. Elle était fraîche, cette trace. La couleur avait cette nuance brillante que l'encre possède pendant 1 heure ou 2 avant de se fixer dans la fibre du papier. Quelqu'un avait manipulé ce livre depuis la fête, peut-être ce matin même, avec moins de calme qu'il ne souhaitait le paraître. Son regard se porta sur le buvard sous le grand livre. Elle vit à l'envers
Un fantôme de chiffres, là où quelqu'un avait taché d'une main lourde. 9. Quelque chose comme ça. 6. Puis une ligne, et en dessous, un gribouillage en forme d'araignée qui aurait pu être un E majuscule. Emery, ou peut-être simplement dépense. La différence entre culpabilité et gestion du ménage n'est parfois que la courbe d'une lettre. « Monsieur Harford, dit-elle doucement, y a-t-il eu récemment un désaccord entre vous et Madame Emery au sujet de la gestion de l'argent liquide lors des événements paroissiaux ? » « Il y a eu une discussion, » répondit-il avec dignité. Madame Emery avait de nombreuses opinions. « En effet, » murmura Miss Marple, « c'était une femme d'opinion. A-t-elle suggéré que l'argent de la tombola soit compté en sa présence ? » Le regard d'Harford se tourna vers le vicaire. « Elle l'a fait. » « Et l'était-il » Il hésita. « Non. Elle était occupée à la tente à thé. J'ai compté avec le vicaire et j'ai scellé la somme dans une enveloppe, comme d'habitude. »« Quelle enveloppe ?» demanda aussitôt l'inspecteur Graves. « Marron, avec un lien. On s'en sert pour la quête du dimanche. » Harford désigna un tiroir. « Fermé à clé. La clé était gardée par Madame Emery. » Ils regardèrent tous involontairement vers le tiroir en question. Le vicaire fouilla dans ses poches, en sortit un trousseau de clés, puis s'arrêta avec un petit bruit consterné. « Oh, eh bien, c'est bizarre. »« Permettez-moi, » dit l'inspecteur, doté d'un esprit pratique. Il essaya chaque clé l'une après l'autre jusqu'à ce que la serrure cède avec un clic-bougon. À l'intérieur se trouvaient des piles d'enveloppes et un rouleau de ficelle bien rangé. De l'enveloppe marron, ficelée, attendue, il n'y avait aucune trace. Madame Alderbury poussa un petit cri. « Mais il était là hier matin. J'ai vu Madame Emery ranger la ficelle de rechange. »« Les gens rangent toutes sortes de choses, » dit Miss Marple. « Certains, ils comptent les récupérer. D'autres, ils sont déterminés à ce que personne d'autre ne les trouve. » Graves referma le tiroir et les examina d'un air sombre. « Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Il manque une enveloppe, c'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant. » Il se tourna vers Harford. « Vous et Madame Emery, quand avez-vous parlé pour la dernière fois ?»« Jeudi soir, » dit Harford au bout d'un moment. « Elle est venue à mon chalet avec des bêtises à propos de paiements non reçus. Je lui ai dit que les papiers étaient en règle et que je ne serais pas harcelé chez moi. Et elle a menacé d'un audit, » a ajouté Madame Alderbury, incapable de se retenir. Elle l'a dit lors de mon audience vendredi, très fort, pour que Madame Pratt ne manque pas de le répéter. Miss Marple baissa les yeux sur ses gants pliés. Un audit est une chose très judicieuse quand les gens sont enthousiastes, observa-t-elle. Cela permet de tout ranger dans des cases bien définies. Mais les gens n'aiment pas être enfermés dans des cases, ils s'en sortent à coups de pied. Le crayon de l'inspecteur fit un petit bruit sec sur son carnet. « Monsieur Harford, où étiez-vous hier matin ?»« Avec le fleuriste de Willow Lane, qui arrangeait les étals, » rétorqua Harford. « La moitié du village m'a vu. Je ne veux pas servir de bouc émissaire pour les excès d'une femme et un caprice de la nature. » Miss Marple, qui avait vu peu de véritables phénomènes de la nature et beaucoup de tempéraments humains, laissa passer cette déclaration. Elle se leva et se rapprocha enfin du bureau. Sa main resta suspendue, puis se retira. « Puis-je demander à quelqu'un un bout de papier buvard propre ?» demanda-t-elle doucement. Le vicaire lui tendit obligeamment un carré neuf. Miss Marple en pressa le bord, non pas sur la page du registre elle-même, mais sur le bord avant du livre, là où ses doigts s'étaient récemment accrochés. Lorsqu'elle le souleva, une ombre infime apparut, plus une suggestion qu'une marque, de bleu-noir. De l'encre fraîche, en effet. Quelqu'un avait parcouru le registre rapidement, les doigts humides. Elle sourit et mit le buvard de côté comme s'il n'avait rien révélé du tout. « Inspecteur, » dit-elle, « pardonnez la curiosité d'une vieille dame. Qui a eu accès à ce bureau depuis hier ?»« Le vicaire, sa femme, M. Harford, » récita Graves. Et il marqua une pause. « M. Emery, ce matin. Il est venu récupérer le sac à main de sa femme, oublié ici dans la confusion. »« Ah !» dit Miss Marple, comme si le temps s'était éclairci. «
Ils émergèrent ensemble dans la lumière plus calme du hall. Un rayon de soleil tardif filtrait à travers les hautes fenêtres, déposant des lingots d'or sur le sol. Madame Alderbury fit mine de s'affairer au tableau d'affichage, affichant d'une main tremblante le planning de la semaine prochaine. Miss Marple observa un grain de poussière tourner dans la poutre. « Les gens sont très ordonnés après un orage », remarqua-t-elle à moitié pour elle-même. « Ils astiquent, rangent et nettoient. C'est le moment idéal pour remarquer ce qui a été déplacé. »« Insinuez-vous, » commença Harford avec véhémence, « que je... » « Pas du tout, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Je sous-entends simplement que quelque chose a été déplacé. » Elle ramassa un bout de ficelle marron sur le rebord de la fenêtre et le fit tourner délicatement entre le pouce et l'index. Une extrémité était nettement coupée, l'autre effilochée, comme cassée à la hâte. Elle la reposait à nouveau. « Merci, Madame Alderbury, » dit-elle avec son petit sourire aimable. « Vous m'avez été d'une grande aide. Je vous enverrai un peu de ma gelée de cynorrhodon. Ça calme les nerfs. » Dehors, l'air avait ce goût frais et métallique du soir. Miss Marple emprunta le sentier longeant le mur du cimetière, le pas posé, son parapluie claquant au rythme de ses pensées, une tache d'encre fraîche sur le bord d'un registre, une enveloppe manquante, un don de 10 livres sans nom, et une femme qui avait menacé de procéder à un audit, puis avait fait plaisir au village en mourant dans l'endroit le plus inconfortable. Sur le gravier, près du portail latéral, elle s'arrêta. Les petites pierres avaient un aspect différent, rugueuses et fraîchement déplacées, et parmi elles, un brin de thym gisait écrasé, exhalant encore son parfum pur et piquant. Un raccourci vers le cottage Emery, pour ceux qui étaient en retard ou qui ne voulaient pas être vus. Miss Marple prit une profonde inspiration et poursuivit. Il y a des théières chargées de passé et des registres remplis de secrets, songea-t-elle, mais ce sont les mains qui versent et les doigts qui tournent les pages qui nous disent ce que nous avons besoin de savoir. Et quelque part à Willowbrook, une paire de telles mains n'avait pas été tout à fait stable. Demain, pensa-t-elle, serait un bon jour pour rendre visite à M. Emery. Chapitre 5. Les mains tremblantes de Béatrice. Le lendemain, la pluie tomba sur Willowbrook. Une bruine douce et continue brouillait les bordures des haies et transformait la place du village en un tapis humide et glissant. Les banderoles de la fête, hâtivement rassemblées, formaient un tas inerte sur les marches de la salle paroissiale, leurs couleurs se fondant faiblement les unes dans les autres. C'était le genre de temps qui incitait les dames respectables à rester à l'intérieur et les hommes respectables à trouver des prétextes pour s'attarder à l'auberge. Miss Marple, cependant, était d'avis que la pluie révélait souvent plus de choses que le soleil. Les gens croyaient moins attirés par le ciel gris. C'est ainsi que, parapluie à la main, elle se dirigea vers le presbytère avec l'air posé de quelqu'un qui rendait une visite bienveillante. Elle fut immédiatement admise par Béatrice Lowe. Les yeux de la jeune fille étaient rouges, et ses mains, tenant le loquet, tremblaient sensiblement. « Oh, Miss Marple, » murmura-t-elle, « entrez, madame. Madame se repose. Elle est épuisée depuis... » Elle s'interrompit, incapable de prononcer le nom. Miss Marple posa doucement la main sur la manche de la jeune fille. « Une tasse de thé serait la bienvenue, ma chère, si cela ne vous dérange pas trop. » Béatrice hocha vivement la tête. « Oui, madame. » Tout de suite. Dans la cuisine, Miss Marple était assise tranquillement à table, observant Béatrice s'affairer. La jeune fille prit une théière marron sur l'étagère, posa la bouilloire sur la plaque de cuisson et disposa les tasses avec une hâte machinale. Ses gestes avaient la précision nerveuse de quelqu'un qui s'efforce de ne pas réfléchir. « Ne vous inquiétez pas, mon enfant, » dit gentiment Miss Marple. « Nous faisons tous ce qu'on nous dit, surtout quand celle qui nous le dit a le don d'exprimer clairement ses souhaits. » Les mains de Béatrice hésitaient à saisir le sucrier. Un grain de blanc se répandit sur le plateau. « Je ne voulais pas faire de mal, » dit-elle rapidement. « Elle m'a donné la théière à nettoyer ce matin-là. Elle a dit qu'elle devait briller comme l'argent au soleil.
et j'ai obéi. Je l'ai poli jusqu'à ce que je puisse voir mon visage. Mais sa voix se réduisit à un murmure. Il y avait quelque chose caché sous le feutre. Un papier plié. Je n'en ai vu que le bord. J'avais l'intention de le laisser. J'ai tourné le dos un instant pour aller chercher la crème. Quand je suis revenu, il avait disparu. Miss Marple remuait délicatement son thé. « Parti, ma chère ?» Béatrice hocha la tête. « Oui, madame. » Et madame Emery m'a regardé avec un regard noir après, comme si elle pensait que je l'avais prise. Je ne l'ai pas fait, je le jure. Mais tout l'après-midi, j'ai senti son regard sur moi. Et puis elle est morte. Ses paroles se terminèrent par un sanglot. Elle pressa la paume de sa main contre sa bouche, honteuse du bruit. Miss Marple la tapota doucement. « Tiens, tiens, tu n'as rien fait de mal. On égare des choses tous les jours. Mais je me demande, as-tu remarqué ce qui était écrit sur le papier ?» Béatrice secoua la tête avec véhémence. « Non, madame. Seulement il était plié en deux, comme pour le cacher. Et madame Emery a-t-elle dit quelque chose après, quand elle t'a regardé si intensément ? » Elle n'a rien dit. Elle m'a juste dit de faire vite avec les tasses. Mais son visage était rouge, madame, rouge comme le feu. Je ne l'oublierai jamais. Miss Marple réfléchit à cela, les yeux baissés. Elle avait appris depuis longtemps que les domestiques voyaient plus qu'on ne le pensait, précisément parce qu'on attendait d'eux qu'ils ne voient rien du tout. Les mains tremblantes et la conscience coupable de Béatrice n'étaient pas le signe d'une culpabilité, mais d'un savoir trop lourd pour sa jeunesse. Tandis qu'ils étaient assis, la porte s'ouvrit et madame Alderbury entra, un châle serré autour des épaules. Elle parut surprise de trouver Miss Marple présente, et peut-être un peu consternée. « Oh, mademoiselle Marple, je ne savais pas que vous étiez là. Je suis venue prendre un peu de thé, » dit aimablement Miss Marple, et Béatrice a été très attentionnée. « Vous avez de la chance de la voir. » Madame Alderbury pinça les lèvres. « Oui, oui, elle fait de son mieux, même si elle est facilement perturbée. Je ne devrais pas trop me fier à ses souvenirs. Les jeunes filles voient des choses qui n'existent pas. »« Vraiment ?» demanda Miss Marple d'un ton doux. « Je les ai souvent trouvés très précis dans ce qu'ils remarquaient, surtout lorsqu'ils étaient effrayés. » Béatrice devint rouge, le regard fixé sur ses genoux. Madame Alderbury changea précipitamment de sujet, racontant les préparatifs des funérailles et l'agacement des fleurs par temps pluvieux. Miss Marple sirotait son thé, ses pensées ailleurs. Lorsqu'elle quitta le presbytère, la bruine s'était calmée, laissant l'air frais et vif. Sur le chemin de l'église, elle croisa l'inspecteur Graves, qui inclina son chapeau d'un air sombre. « Vous avez fait vos recherches, Miss Marple ? » « Je suis juste de passage, inspecteur. Une tasse de thé et un peu de sympathie. » Il grogna. « La compassion ne résoudra pas cette affaire, mais je vais vous dire une chose. Il semblerait que des fonds aient disparu des comptes de la paroisse. Harford jure d'être honnête, mais j'ai vu trop d'hommes jurer de leur honnêteté et finir au banc des accusés. À mon avis, c'est un motif suffisant. »« C'est possible, » dit Miss Marple, « mais l'argent seul tue rarement. C'est l'orgueil, la peur ou la honte qui font le vrai travail. L'argent n'est qu'un instrument. » L'inspecteur lui lança un regard mi-amusé, mi-exaspéré. « Vous aurez tout réglé avant que j'aie fini les papiers. » Miss Marple sourit poliment. « J'en doute fort, inspecteur. Mais je crois que madame Emery elle-même avait déjà commencé à soupçonner quelque chose, et elle a laissé un indice. »« Un indice ?» répéta-t-il sèchement. Miss Marple secoua la tête. « Juste un bout de papier plié, désormais disparu. Mais il ne faut pas sous-estimer les bouts de papier. Ils ont tendance à revenir au moment le plus inattendu. » Ce soir-là, Miss Marple était assise seule dans son salon, tricotant. Dehors, la pluie recommença, claquant contre les carreaux comme des doigts prudents. Elle repensa aux mains tremblantes de Béatrice, au papier disparu, à la colère rougeoyante sur le visage de madame Emery. Elle repensa aussi à la curieuse histoire de la théière à Rose Hill. Tous les fils d'une tapisserie, se dit-elle, et quelque part dans le tissage se trouvait le motif d'une main encore inconnue.
Elle tricota un autre rang soigné et sourit faiblement. On pouvait apprendre tant de choses en observant les mains, tremblantes, crispées ou trop immobiles. Chapitre 6. Une montre arrêtée à l'aube. Le docteur Whitcomb était un homme très respecté à Willowbrook. Ses manières étaient brusques, ses prescriptions conservatrices et sa moustache aussi inflexible que ses opinions. Ce matin-là, alors qu'il descendait à vélo l'allée pour rendre une visite officielle à la famille Emery, il fut intercepté par Miss Marple, qui était occupée à tailler des rosiers devant son portail. « Ah, mademoiselle Marple, dit-il en haletant légèrement depuis la colline, une affaire terrible, terrible, mais pas aussi rare qu'on le croit. Une crise cardiaque, vous savez. Soudain, mais naturel. Ça arrive tous les jours. » Miss Marple inclina la tête. « C'est très aimable à vous, docteur, de nous rassurer. Mais je pense toujours que la manière dont une mort est vécue en dit autant que son existence. Et j'avoue que j'ai été un peu frappé par la couleur du visage de madame Emery. » La moustache du médecin se hérissa. « Frappé ? Absurde. Une crise peut avoir toutes sortes d'effets sur le teint. »« Bien sûr, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Et pourtant, n'était-il pas étrange que sa montre se soit arrêtée à 7h08 exactement, alors qu'elle l'avait remontée à l'église la veille au soir ?» Le docteur Whitcomb la fixe du regard. « Sa montre ? Comment diable le sais-tu » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « Sa femme de chambre me l'a montré ce matin. Une femme pose souvent sa montre à côté de son lit avant de se coucher. C'est très suggestif quand elle cesse de tic-tac à l'aube. » Le médecin grogna. « Un problème mécanique, rien de plus. »« C'est possible, » acquiesça Miss Marple en coupant une dernière rose. « Mais on se souvient de ces petites bizarreries, car elles ont parfois plus de sens qu'il n'y paraît. » Au cottage Emery, l'ambiance était feutrée. De lourds rideaux avaient été tirés pour masquer la lumière grise, et M. Emery était assis, raide, dans le salon, les mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. Il recevait les condoléances avec une courtoisie fragile, qui trahissait plus d'impatience que de chagrin. L'inspecteur Graves était présent, prenant des notes de son écriture soignée et précise. « Bonjour, Miss Marple. Vous êtes partout à la fois, à ce que je vois. »« Seulement là où la gentillesse m'appelle, inspecteur, » répondit sereinement Miss Marple. Les yeux de M. Emery se posèrent sur elle, perçants et pleins de ressentiment. « Il n'y a pas de mystère, Miss Marple. Ma femme n'était pas en très bonne santé. Elle s'inquiétait sans cesse des affaires de l'Église, des querelles avec le trésorier et de cette fête ennuyeuse. C'était trop pour son cœur. »« Tout à fait, » dit Miss Marple. « C'était une femme pleine d'énergie, c'est sûr. Et pourtant on l'avait vue remonter sa montre la veille au soir. Comme c'est étrange qu'elle s'arrête si précisément le matin, alors qu'elle n'était pas encore levée. » L'inspecteur leva les yeux. « Regardez, Miss Marple. »« Oui, » dit-elle simplement. « La montre de madame Emery s'est arrêtée à 8h07. Je suppose qu'elle est tombée ou a été secouée. Mais on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elle s'est arrêtée à l'heure même où elle aurait dû prendre son thé du matin. » Les jointures de M. Emery blanchirent sur les accoudoirs du fauteuil. « Superstition, » dit-il sèchement. « Vous, les femmes, vous donnez toujours un sens à des futilités. Ma femme était une femme difficile, mais elle était morte de cause naturelle. Et je vous remercie de ne pas faire de sa mort une histoire de village. » Miss Marple accepta la réprimande d'un hochement de tête placide. Mais son regard s'attarda sur la montre, posée sur la cheminée dans son petit boîtier. Les aiguilles, fixées à jamais à 7h08, lui semblaient un témoignage silencieux, le temps arrêté à l'instant même où il devait être important. Ensuite, en retraversant le chemin, elle se replongea dans l'histoire. Madame Emery s'était effondrée à la fête dans l'après-midi, et pourtant sa montre s'était arrêtée le matin même. Qu'avait-elle fait à 7h pour que le mécanisme se mette en marche? Le léger goût amer de la tasse de thé revint à la mémoire de Miss Marple. Elle se souvint aussi de la légère tache sur le gant de madame Emery. Une étrange marque jaunâtre, ni tout à fait thé, ni tout à fait citron. Une femme aurait très bien pu boire une tasse de thé avant de quitter la maison,
infusée peut-être dans la même théière qu'elle avait apportée plus tard à la fête. Et si cette coupe avait contenu quelque chose de désagréable? Miss Marple fronça légèrement les sourcils. Elle soupçonnait que la fête n'avait pas été le véritable début des événements, mais seulement leur continuation. Le décor avait été planté des heures auparavant, dans l'intimité d'Emery Cottage. Ce soir-là, dans le salon douillet du Sanglier bleu, les ragots coulaient à flot. Fermiers et commerçants étaient assis autour du feu, la fumée de leurs pipes s'élevant vers le ciel, et chacun avait sa théorie. « Harford l'a fait », déclara l'un d'eux. Elle allait dénoncer ses manigances. Il a mis quelque chose dans son thé à la fête. « N'importe quoi, » dit un autre. La moitié du village l'a vu arranger des fleurs. Aucune chance. Je vais vous dire qui avait l'air coupable. Son propre mari. Il était figé comme une pierre, sans une larme à l'œil. Bah, grogna un troisième. C'était le choc. Et puis, qu'est-ce que M. Emery y gagnerait? C'est un type plutôt discret. Miss Marple, discrètement assise dans un coin avec son sac à tricot, écoutait sans en avoir l'air. La nature humaine, pensait-elle, est comme un ragoût. Remuez-le, et les morceaux les plus étranges remontent à la surface. Plus tard, alors qu'elle se préparait à aller se coucher, elle s'arrêta près de sa fenêtre. La pluie avait cessé et la lune brillait d'un éclat argenté sur les pavés. Elle repensa à la montre arrêtée à l'aube, à l'amertume particulière sur sa langue, et à la pauvre Béatrice marmonnant à propos d'un papier manquant. 3 petits faits, distincts et sans importance, mais réunis, ils dessinaient les contours d'un tableau. Le tableau d'une femme qui en savait trop, d'un mari qui avait trop à perdre, et d'un village trop enclin au ragot. Miss Marple lissa sa couverture et éteignit la lampe. Quelque part à Willowbrook, la vérité tournait sans cesse, telle une montre qui n'aurait pas encore été arrêtée. Chapitre 7. Le mauvais suspect. L'arrestation s'est déroulée, comme c'est souvent le cas dans les villages, avec beaucoup de drame et très peu de cérémonie. Il était tôt dans la soirée lorsque l'inspecteur Graves se présenta au cottage de M. Harford, accompagné d'un agent en uniforme à l'air à la fois suffisant et contrit. La nouvelle se répandit en quelques minutes, le temps que Harford soit conduit dans le chemin vers la voiture qui l'attendait. La moitié du village semblait rassemblée sous des parapluies ruisselants, chuchotant d'un ton de joie scandalisée. « Comme je le pensais, » déclara Madame Pratt, les yeux brillants. « J'ai toujours dit qu'il était trop libre avec les chiffres. »« Les chiffres ne tuent pas, Annie, » rétorqua Madame Harper, tout en tendant le cou avec la même ardeur que les autres. « C'est la dispute qui a tout fait. Il lui a crié dessus, clairement, et maintenant elle est partie. » Depuis le portail de son cottage, Miss Marple observait tranquillement, son sac à tricot sous le bras. Elle avait vu bien des scènes de ce genre dans sa vie. Avec quelle rapidité les soupçons pouvaient s'amalgamer, enveloppés de ragots et livrés à la police. Mais elle savait aussi que des paquets trop soigneusement emballés contenaient rarement la vérité. À la gare de Marleycombe, Harford protesta avec fureur. « Vous ne pouvez pas croire que je l'ai empoisonnée. J'étais en train de ranger les jardinières quand elle s'est effondrée. Une demi-douzaine de témoins m'ont vu. » L'inspecteur Graves resta impassible. « Vous vous êtes disputé avec la défunte. Elle a menacé de procéder à un audit des comptes que vous gériez. Des fonds ont disparu. Vous aviez un mobile, monsieur Harford, et une occasion se crée facilement lors d'une fête. »« Un mobile ?» tonna Harford. « Oui, c'était une fouineuse, mais je ne m'abaisserai jamais à un meurtre. J'ai consacré 20 ans à cette paroisse. » L'inspecteur griffonna rapidement dans son carnet. « Alors, peut-être pourriez-vous m'expliquer l'enveloppe manquante pour la tombola. »« Je ne peux pas, » rétorqua Harford, « car je ne l'ai jamais revu après qu'il ait été enfermé. Demandez au vicaire, demandez à n'importe qui, mais n'osez surtout pas me mettre ça sur le dos. » Pendant ce temps, à Willowbrook, les langues se déliaient comme si l'affaire était réglée. On entendit Béatrice, pâle et nerveuse, murmurer à l'épicier que Harford l'avait regardée bizarrement lorsqu'elle avait mentionné la théière. Madame Alderbury, malgré toutes ses protestations de loyauté, confia à mademoiselle Carter que Harford était
un homme brusque, les hommes brusques étant souvent capables de choses terribles. Et M. Emery, debout, impassible, devant le portail de son jardin, déclara avec une satisfaction tranquille que justice était faite. Miss Marple écoutait tout, la tête légèrement penchée comme si les ragots étaient des chants d'oiseaux, curieux et instructifs. Elle n'appréciait guère Harford. Ses manières étaient brusques et son tempérament vif, mais elle connaissait suffisamment la nature humaine pour se méfier des conclusions trop faciles. L'après-midi suivant, elle trouva l'inspecteur Graves dans le cimetière, en discussion avec le docteur Whitcomb. Le médecin, pour une fois, semblait hésitant. « Les symptômes sont étranges, » murmura-t-il. « La couleur du visage, la soudaineté, ça pourrait être une digitaline ou autre chose. Mais l'insuffisance cardiaque, c'est plus simple sur le plan administratif. » Graves fronça les sourcils. « Il faut être précis. Un tribunal voudra plus que des soupçons. » À ce moment-là, Miss Marple s'approcha d'un pas lent. « Bonjour, messieurs. Quel dommage pour le temps. Je trouve toujours la bruine très gênante pour le séchage des herbes. » L'inspecteur lui lança un regard noir. « Vous avez entendu, je suppose. » « Que M. Harford a été arrêté. »« Oui, en effet. Et pourtant... » Miss Marple marqua une pause, son regard fixé sur un carré de thym sauvage près du mur de l'église. Quelques brins étaient fraîchement écrasés, leur parfum piquant dans l'air humide. On ne peut s'empêcher de remarquer des détails. Par exemple, Harford n'a jamais approché la tente à thé ce jour-là. Il déteste le thé. Il me l'a dit lui-même. Un tel homme serait-il capable de toucher à une théière ? Graves se hérissa. Ça ne veut rien dire. N'importe qui peut manipuler une théière. C'est vrai, dit Miss Marple d'une voix douce. Et pourtant, d'après mon expérience, les meurtres sont presque toujours commis par ceux qui connaissent intimement les habitudes de leurs victimes. Madame Emery prenait toujours du citron dans son thé, n'est-ce pas ? Le docteur Whitcomb haussa les sourcils. Je le crois. Elle a insisté. Miss Marple hocha la tête. Une habitude très particulière. Une habitude qu'une simple connaissance pourrait négliger, mais qu'un observateur attentif connaîtrait par cœur. Qui parmi nous a remarqué des préférences aussi subtiles ? Aucun des deux hommes ne répondit, mais le crayon de l'inspecteur resta immobile sur son carnet. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, la douce lumière de la lampe éclairant son tricot. Elle repensait aux protestations indignées de M. Harford, au joli paquet de motivations et d'opportunités que l'inspecteur avait réunis, et au tin écrasé près du portail latéral menant à Emery Cottage. C'était, songea-t-elle, trop soigné. La propreté était rarement naturelle. C'était quelque chose d'imposé, comme un ruban sur un paquet mal emballé. Et sous le ruban, le contenu était souvent bien différent de ce à quoi on s'attendait. Elle sourit faiblement en posant ses aiguilles. La nature humaine, elle le savait, avait tendance à se trahir. Et à Willowbrook, la trahison était toujours présente. Chapitre 8. Des secrets noyés pendant la nuit. L'arrestation de M. Harford aurait pu satisfaire l'inspecteur Graves, mais à Willowbrook, elle n'avait fait qu'aiguiser les appétits. Pour chaque personne déclarant l'affaire réglée, on en trouvait deux autres pour proposer une autre théorie. Les villages, songea Miss Marple, étaient comme des théières, si on les inclinait du bon côté. Le breuvage en sortait fort et sombre. C'est au salon de Madame Pratt que la première de ces infusions plus sombres se répandit. Mademoiselle Marple, invitée à s'asseoir un peu et à déguster un gâteau aux graines, trouva son hôtesse inhabituellement agitée, s'essuyant les mains farineuses sur son tablier et baissant la voix toutes les quelques phrases. « Voyez-vous, Miss Marple, je ne devrais pas le répéter, mais je sais que vous le traiterez avec discrétion. Madame Emery me pressait la semaine dernière de lui donner de l'argent. Pas le mien, remarquez, celui de mon fils. Elle avait entendu dire, je ne sais comment, qu'il avait des dettes à l'auberge. Rien de grave, juste quelques livres. Mais elle a dit que si je ne les réglais pas immédiatement, elle en parlerait au curé. Imaginez la honte. » Miss Marple murmura de la sympathie, même si intérieurement elle en prenait note. Une dette, même minime, suffisait à engendrer du ressentiment.
et Madame Emery, semblait-il, s'était employée à exercer des pressions sur ses voisins. Plus tard dans l'après-midi, dans la salle de classe, Miss Marple rencontra Miss Carter, l'institutrice. Elle triait des cahiers avec une sévérité qui semblait la transpercer jusqu'à l'âme. « C'est une affaire choquante, » dit sèchement mademoiselle Carter, « mais pas, à mon avis, totalement imméritée. Madame Emery n'avait aucun sens de la discrétion. Elle a menacé de me dénoncer à cause d'une référence que je lui avais fournie, une référence parfaitement aimable, quoique peut-être plus généreuse que ne le justifiaient les faits. Elle aurait ruiné les perspectives d'avenir de cette pauvre fille, et ma propre réputation simplement pour satisfaire sa passion pour l'exactitude. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquaient doucement. « La précision est souvent une habitude dangereuse, vous ne trouvez pas ? Les gens n'aiment pas être mesurés avec trop de précision. » Les lèvres de Miss Carter se pincèrent, mais elle ne désapprouva pas. La révélation la plus intrigante, cependant, ne vint pas des ragots, mais d'une remarque discrète au marché de Rose Hill. Miss Marple, examinant des pots de miel, entendit deux femmes parler des Lockwood, la famille à laquelle Madame Emery avait acheté la théière en argent. « Avez-vous entendu, » demanda l'un d'eux, « que Madame Lockwood n'a jamais pu le supporter après la mort de son mari ? Elle disait que cela lui portait malheur. »« Pas de chance, en effet, » répondit l'autre. « Il est mort d'une maladie soudaine, n'est-ce pas ? On a parlé de grippe, mais j'ai entendu dire qu'il l'avait attrapée, et elle a vendu cette théière dans le mois. » Miss Marple se retourna avec un léger intérêt. « Pardonnez-moi, mais avez-vous dit que les Emery avaient acheté cette théière ?» Les femmes hochèrent la tête. « Oui, à un prix raisonnable. Madame Emery se vantait d'avoir de l'argent. » Miss Marple sourit et les remercia, mais son esprit était occupé. Une théière, avec son histoire de mort subite, passait de maison en maison comme une relique maudite. Bien sûr, elle ne croyait pas aux malédictions, mais elle croyait aux schémas. Et les schémas, avait-elle découvert, mentaient rarement. Ce soir-là, elle rendit visite à M. Emery. Il la reçut avec raideur dans le salon, la théière en argent étincelant sur le buffet, comme pour se moquer de sa nouvelle notoriété. « Mon cher monsieur Emery, » commença doucement Miss Marple, « je me demandais si votre femme avait été perturbée ces derniers temps. Elle semblait particulièrement rouge à la fête. » Il se tortilla, mal à l'aise. « C'était une femme difficile, Miss Marple, toujours à se mêler des affaires des autres. Si elle se faisait des ennemis, c'était de sa faute. »« Des ennemis ?» répondit Miss Marple d'un ton doux. « Tu crois qu'elle en avait ? » ?»« Je sais qu'elle l'avait fait, » dit-il amèrement. « Elle conservait des papiers, des lettres, des petits mots. Elle disait que c'était une assurance. Elle menaçait sans cesse l'un ou l'autre. Je lui ai dit que ça ne lui apporterait que des ennuis. »« Et où sont ces papiers maintenant ?» Monsieur Emery hésita. « Je les ai brûlés. Après sa mort, il vaut mieux se débarrasser de ces choses-là. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur ses mains, des mains larges et fortes, aux ongles polis par le travail, mais étonnamment soignés. Le genre de main capable de polir l'argent jusqu'à le faire briller, ou de dissimuler quelque chose dans un couvercle si l'on savait comment faire. Elle se leva poliment. « Tu as fait ce que tu pensais être le mieux, bien sûr, mais c'est toujours intéressant, je trouve, de voir comment les secrets macèrent toute la nuit, comme du thé dans une théière. Plus ils reposent, plus ils deviennent forts. » Les yeux de M. Emery vacillèrent. L'espace d'un instant, Miss Marple crut percevoir non pas du chagrin, ni même de la lassitude, mais de la peur. Ce soir-là, tandis qu'elle posait son tricot sur ses genoux, Miss Marple réfléchit à ce qu'elle avait appris. Les dettes de Madame Pratt, les indiscrétions de Mademoiselle Carter, les papiers brûlés de M. Emery, et la théière elle-même, un objet qui semblait traîner le malheur partout où il allait. Les secrets, pensait-elle, étaient comme des feuilles de thé au fond d'une tasse. La plupart des gens les considéraient comme de la lie. Mais elle avait appris depuis longtemps qu'en y regardant de plus près, le motif était toujours là. Et ce schéma, soupçonnait-elle, allait devenir encore plus sombre. Chapitre 9. Le deuxième incident.
Le village commençait à peine à se convaincre que l'arrestation de M. Harford avait bien clarifié les choses lorsque le second incident se produisit. C'était le soir, humide et frais, et une brume flottait au-dessus des prés. Dans la cuisine du presbytère, Béatrice Lowe était assise seule, reconnaissante d'un moment de paix après une journée de courses interminables. Elle posa un petit plateau devant elle, une tasse, une soucoupe, une assiette avec une fine tranche de gâteau aux graines. Elle était allée chercher à la salle paroissiale une boîte de feuilles de thé laissées après la fête. Elle les versa soigneusement dans la théière marron, versa l'eau bouillante et attendit que la vapeur s'élève doucement. C'était le réconfort simple du thé qu'elle recherchait, pas les ragots, pas les soupçons, juste la chaleur. Mais après une seule gorgée, elle porta la main à sa gorge. Une étrange amertume persista sur sa langue. Son estomac se serra, et une vague de nausée la submergea. La tasse lui glissa des mains et s'écrasa sur les dalles. Béatrice se releva en titubant, cherchant la table à tâtons. Son souffle était court et rapide. Puis, poussant un cri de terreur, elle s'effondra à genoux. Lorsque Miss Marple arriva au presbytère une vingtaine de minutes plus tard, appelée en toute hâte par la femme de chambre, elle trouva Béatrice pâle et tremblante sur le banc, une couverture tirée jusqu'au menton. Le docteur Whitcomb, les sourcils froncés, lui pressait une cuillerée de craie sur les lèvres. « Elle se rétablira, » déclara-t-il, « même si elle l'a échappé belle. Il y a quelque chose dans ce thé, croyez-moi. J'ai fait venir un échantillon pour analyse à Marleycombe. » Madame Alderbury se tordit les mains. « Oh, Miss Marple, c'est trop affreux. La pauvre enfant, et après tout ce qu'elle a enduré avec la mort de Madame Emery. Pensez qu'elle est empoisonnée, ici dans ma propre cuisine. » Miss Marple lui tapota le bras. « Nous devons être reconnaissants qu'elle soit encore parmi nous. Et peut-être... » Son regard se posa pensivement sur la théière et la boîte posée sur la table. « Peut-être que cela nous en dira plus que la mort de la pauvre Madame Emery. » L'inspecteur Graves arriva peu après, ses bottes grinçant sur les dalles. Il observa la scène en plissant les yeux. « Bon, voilà qui règle le problème. Si le thé a été trafiqué, Harford a dû être impliqué dans les deux incidents. Nous l'avons sous clé maintenant. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Pardonnez-moi, inspecteur, mais cela paraît peu probable. Comment M. Harford a-t-il pu atteindre la boîte à thé dans la salle paroissiale alors qu'il était en garde à vue? Non, il s'agit de l'acte d'une personne encore en liberté. Quelqu'un qui craint peut-être que ses travaux antérieurs soient découverts. » Graves fronça les sourcils. « Tu veux dire que quelqu'un essaie de brouiller les pistes? »« Exactement, » murmura Miss Marple, quoiqu'un peu maladroitement, si je puis dire. « Le goût était amer, n'est-ce pas, docteur ?» Le docteur Whitcomb grogna. « Amer, et des grains cristallins au fond de la tasse. Celui qui a fait ça n'a pas fait attention. La dose était trop forte, trop évidente. » Le regard de Miss Marple s'adoucit lorsqu'elle jeta un coup d'œil à Béatrice. Cela suggère la panique. Une main effrayée, pas calculatrice. Plus tard, une fois Béatrice installée pour se reposer, Miss Marple s'attarda près de la table de la cuisine. Elle souleva la boîte et regarda à l'intérieur. Les feuilles de thé semblaient assez ordinaires, mais sur le bord, elle aperçut une fine couche de cristaux pâles, accrochés de façon anormale. Elle en porta légèrement un à sa langue. Elle reconnut aussitôt la même amertume métallique qu'elle avait goûtée à la fête. Elle reposa la boîte avec précaution. « La même main, » murmura-t-elle. « Le même tour, répété. » Mais trop vite cette fois. L'inspecteur Graves, qui rôdait à la porte, capta ces paroles. « Et vous, qu'en pensez-vous, Miss Marple ?» Elle leva vers lui son regard doux et aviaire. « J'en conclus, inspecteur, que le meurtrier n'a pas encore été tué, et que nous devons absolument le surveiller de très près. » Tandis qu'elle rentrait chez elle à travers la brume, son parapluie tapotant doucement les pierres, Miss Marple reprit ses pensées. Quelqu'un avait tenté de faire taire Béatrice, car elle savait, ou avait vu, quelque chose. Le papier plié sous la théière, le regard perçant que Madame Emery lui avait lancé, les mains tremblantes.
Autant de pièces du même puzzle. Oui, Béatrice en avait vu plus qu'elle ne le pensait, et quelqu'un d'autre à Willowbrook le savait. Miss Marple rapprocha son châle. Au cours de sa longue vie, elle avait souvent pensé que le mal ne se limitait pas aux grandes villes. Il s'insinuait aussi dans les ruelles des villages, silencieux et polis, comme un thé trop fort. Et maintenant, à Willowbrook, cela avait frappé 2 fois. Chapitre 10. Les petites expériences de Miss Marple. Le lendemain matin, Miss Marple se leva plus tôt que d'habitude. Elle alluma le feu, mit la bouilloire à bouillir et sortit de son placard un petit assortiment de théières. De la faïence brune, de la porcelaine unie et une théière en métal argenté assez abîmée, héritée de sa défunte tante. De l'extérieur, son salon paraissait aussi paisible que d'habitude. Rideaux de dentelle, géranium sur le rebord et le léger tic-tac d'une pendule. Pourtant, sur sa table, une enquête silencieuse prenait forme. Elle versa du thé dans une théière, fit bouillir l'eau et attendit patiemment. Dans une tasse, elle ajouta du lait. Dans une autre, du citron. Dans une troisième, rien du tout. Elle but chaque gorgée à tour de rôle, le visage calme et pensif. Oui, l'amertume venait du citron, une légère note métallique que le lait seul ne révélait pas, exactement comme elle se souvenait de la fête. Plus tard dans la journée, elle emprunta sous prétexte de faire la vaisselle, la théière en argent qui avait causé tant de remous. Madame Alderbury, reconnaissante de son aide, la lui remit sans hésiter. De retour dans sa chaumière, Miss Marple le polit délicatement, observant le couvercle de plus près cette fois. Il était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Lorsqu'elle tapota légèrement le fleuron, il bougea presque imperceptiblement sous ses doigts. Curieux, en effet. Avec une aiguille à tricoter et la patience de quelqu'un habitué à défaire les mailles rebelles, elle détacha le fleuron. En dessous, creusé avec habileté, se trouvait un minuscule réservoir, pas plus grand qu'un dé à coudre, suffisamment grand cependant pour contenir une gorgée concentrée d'une boisson amère. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. Elle nettoya soigneusement la cavité, puis la remplit de vinaigre blanc. Lorsqu'elle versa du thé sur une tranche de citron, le vinaigre se mêla au liquide. Le goût était inimitable. « Juste comme ça », murmura-t-elle. Un tour qui passerait inaperçu, sauf pour le palais de quelqu'un qui prend toujours du citron. Cet après-midi-là, elle se rendit au presbytère, apportant un panier de scones pour dissimuler sa course. Elle trouva madame Alderbury dans le salon, feuilletant des lettres de condoléances. « Ma chère Miss Marple », s'exclama la femme du pasteur, « quelle épreuve ces derniers temps! Je déclare être tout à fait inapte aux tâches ménagères. Cette pauvre Béatrice, elle l'a échappé belle. »« Oui, » répondit doucement Miss Marple, « mais cela nous apprend quelque chose, n'est-ce pas? Quelqu'un a été suffisamment désespéré pour manipuler la boîte à thé. Et le désespoir, d'après mon expérience, est dangereux. Il rend la main imprudente. » Madame Alderbury frissonna. « Pensez-vous que le poison était vraiment destiné à Béatrice? » »« Non, » répondit doucement Miss Marple. « Je pense que c'était pour l'effrayer, ou la réduire au silence, parce qu'elle avait vu quelque chose qui la rendait dangereuse pour les coupables. » Madame Alderbury parut perplexe. « Mais qu'a-t-elle bien pu voir ?» Miss Marple sourit en joignant les mains. « Ah, c'est bien là la question. Il ne faut jamais sous-estimer le regard d'une servante. Elle remarque plus de choses qu'elle ne devrait. » Ce soir-là, Miss Marple était de nouveau assise dans son salon, prenant des notes soignées sur un bout de papier. Elle écrivit « Habitude citronnée, seulement Madame Emery et parfois Béatrice. Réservoir dans le couvercle, artifice délibéré. Papier sous la base en feutre, disparu. La montre s'est arrêtée à 8h07. Procès anticipé au chalet. » Elle tapota sa plume. Qui avait à la fois accès à la théière et connaissance des habitudes particulières de Madame Emery? Ni Harford, brusque et négligent, ni Mademoiselle Carter qui détestait tout ce tapage autour du thé, ni même Madame Pratt dont les intérêts étaient ailleurs. Non, la main,
appartenait à quelqu'un de plus proche, quelqu'un qui polissait souvent l'argent, quelqu'un qui connaissait intimement les habitudes de sa femme et craignait ses menaces, plus qu'il ne pouvait en supporter. Miss Marple posa sa plume et attrapa son tricot. Ses aiguilles claquèrent doucement, comme le tic-tac d'une horloge. Bientôt, pensa-t-elle, le schéma serait parfait. Et quand ce serait le cas, les coupables se retrouveraient pris au piège, sans même se rendre compte que le piège avait été tendu. Chapitre 11. Modèle de politesse. En cas de doute, Miss Marple avait pour habitude d'observer les petites politesses de la vie villageoise. Les manières d'une personne, se disait-elle souvent, en disaient bien plus que ses paroles. On pouvait choisir ses mots, mais les habitudes, ces petits gestes inconscients, étaient aussi révélateurs que les empreintes digitales. C'est ainsi qu'elle accepta une invitation à prendre le thé chez Madame Pratt, puis rendit visite à Mademoiselle Carter à l'école, et enfin s'arrêta pour parler à M. Emery devant le portail de son jardin. Chaque conversation semblait en apparence parfaitement ordinaire. Pourtant, Mademoiselle Marple gardait le moindre regard, la moindre hésitation, le moindre détail apparemment insignifiant. À la table de Madame Pratt, on parla de la météo et des dahlias jusqu'au moment où les tasses furent reposées. Madame Pratt tendit instinctivement la main vers le lait, pas vers le citron. Sa main ne se posa même pas sur le plat de citron, comme si cette habitude ne lui avait jamais effleuré l'esprit. « C'est drôle, » remarqua Madame Pratt, comme Madame Emery était toujours aux petits soins avec le citron. Elle disait que le lait embrouillait le goût. Trop hautain pour nous, j'ai toujours pensé. Miss Marple sourit agréablement, mais intérieurement elle marqua un point. Madame Pratt avait remarqué cette habitude, oui, mais elle-même ne la partageait jamais. À l'école, Mademoiselle Carter ne fut pas moins précise. Elle offrit à Mademoiselle Marple une tasse de thé au lait, comme si le citron n'avait jamais existé. « Efficacité », déclara-t-elle fermement. « Pas le temps pour des bêtises comme des tranches et des cuillères. Mes élèves sont bien assez de bêtises sans fioriture sur la table à thé. » Le regard de Miss Marple s'attarda sur les rangées ordonnées de cahiers. Miss Carter était une femme d'ordre, de discipline, mais elle n'était pas du genre à jouer avec des couvercles de théière, ni à inventer des tours compliqués. Ses armes, si tant est qu'elle en ait une, seraient des mots tranchants, prononcés avec précision. C'est cependant à Emery Cottage que le moment le plus révélateur s'est produit. Monsieur Emery se tenait raide dans son jardin, taillant des rosiers avec de lourds sécateurs. Son attitude était correcte mais froide. Son chagrin, s'il existait, était bien dissimulé. « Vous trouvez le village très agité ?» observa doucement Miss Marple. « Agité !» s'exclama-t-il. « Superstitieux plutôt. Il parle de poison et de complot, alors qu'il ne s'agissait que d'une crise cardiaque. Ma femme n'était pas une femme facile. Elle se faisait des ennemis partout. Je ne peux pas être tenu responsable de toutes les querelles qu'elle a fomentées. » « Bien sûr que non, » acquiesça Miss Marple d'un ton doux. « Les gens se disputent souvent. Mais c'est curieux, n'est-ce pas, comment certaines habitudes se révèlent. Par exemple, le goût de votre femme pour le citron dans son thé. » Les mains de M. Emery se crispèrent sur les ciseaux. « Elle a insisté, » dit-il sèchement. « J'ai toujours trouvé ça ridicule, mais elle a fini par obtenir ce qu'elle voulait. » Les yeux de Miss Marple se posèrent sur lui. « Et c'est toi, je crois, qui lui rapportais le plus souvent le citron. » Ces petites attentions passent facilement inaperçues, et pourtant elles révèlent un observateur attentif. M. Emery détourna le regard. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Miss Marple laissa passer l'affaire, mais elle ne remarqua pas le rouge qui monta à ses joues, ni la façon dont ses doigts ajustèrent les ciseaux comme s'ils tournaient une vis. Ce soir-là, seule dans son salon, Miss Marple rangea une fois de plus ses notes. Madame Pratt connaissait le citron, mais ne l'utilisait jamais. Mademoiselle Carter, je l'ai complètement dédaigné. Harford, insouciant, absent de la tente à thé. Béatrice, parfois prenait du citron, presque silencieuse. Monsieur Emery connaissait intimement l'habitude, manipulait l'argent, était d'un tempérament cassant. Oui,
Des signes de politesse, en effet. Il résidait toujours dans les petites choses. Qui versait le premier, qui attrapait le citron, qui touchait le couvercle de la théière alors qu'il pensait que personne ne le remarquait. Miss Marple posa ses aiguilles à tricoter et joignit les mains. Elle en distinguait désormais la forme, aussi nette que le jour. Il ne manquait que la preuve ultime, le moment où la main coupable se trahirait sans l'ombre d'un doute. Et pour cela, il faudrait qu'elle lui tende un petit piège. Chapitre 12. Le piège est tendu. C'était un après-midi lumineux, faussement joyeux, lorsque Miss Marple se présenta au presbytère avec une proposition. Elle était tout sourire et douce, son châle soigneusement plié sur ses épaules. « Ma chère Madame Alderbury, dit-elle, j'ai pensé que ce serait une grande gentillesse, en ces temps troublés, d'offrir un petit thé à ceux qui ont contribué à la fête. Rien de grandiose, juste nous, l'inspecteur Graves et quelques membres du comité. Un geste de remerciement, vous comprenez. Les gens seront moins enclins au commérage s'ils sont occupés à manger des scones. » La femme du pasteur, épuisée par le chagrin et le scandale, accepta l'idée avec gratitude. « Oh, Miss Marple, vous savez toujours ce qu'il faut faire. Une réunion tranquille nous fera du bien à tous. » Et c'est ainsi que ce fut convenu. Un petit thé dans le salon du presbytère. Sur la suggestion de Miss Marple, ils utiliseraient à nouveau la théière en argent, afin de ne laisser aucune trace de superstition, dit-elle avec un léger rire. Madame Alderbury pensait que c'était une excellente idée. Le thé lui-même était digne des thés de village. Des assiettes de sandwich coupées trop finement, des tartelettes à la confiture luisante de glaçage et des scones qui s'émiettaient avec complaisance. L'inspecteur Graves arriva, solennel mais poli. Madame Pratt et mademoiselle Carter étaient dit présentes, tour à tour agitées et vives, et M. Emery arriva enfin, raide et réticent, avec l'air d'avoir été traîné contre sa volonté. Miss Marple présidait comme si son seul but était de servir le thé et de veiller à ce que les tasses de chacun soient remplies. Son sac à tricot reposait près de sa chaise. Ses yeux pétillaient, comme ceux d'un oiseau, tandis qu'il parcourait, apparemment sans but, d'invité en invité. Mais la théière était le véritable invité d'honneur. Il brillait au centre de la table, son couvercle poli d'un éclat éclatant. Miss Marple elle-même s'en était occupée ce matin-là, et elle avait apporté une petite modification. Elle avait remplacé le couvercle ordinaire par un substitut astucieux, imaginé avec l'aide d'un ferblantier de Marlécombe. Ce couvercle de remplacement portait une trace presque invisible, inoffensive, mais révélatrice, qui ne se transférait que si l'embout était tourné, comme on le ferait pour vérifier le réservoir caché. On versa du thé, on remplit les tasses, les cuillères tintèrent. La conversation s'écoula avec une certaine hésitation et une certaine gêne. Madame Pratt bavardait sur les roses. Mademoiselle Carter parlait sévèrement des examens, et l'inspecteur écoutait avec une impatience à peine voilée. Miss Marple parlait peu. Elle attendait simplement. Cela arriva, comme elle le savait, dans un moment de calme, où Madame Alderbury s'excusa pour aller chercher du lait. M. Emery, se levant avec une courtoisie pesante, tendit la main par-dessus la table. « Laisse-moi faire », dit-il d'une voix maîtrisée, mais teintée d'irritation. Le couvercle est toujours coincé. Et d'un geste expert, ses doigts épais ajustèrent le fleuron. Juste une petite torsion, décontractée, naturelle, l'habitude de celui qui l'avait déjà fait à maintes reprises. Les yeux de Miss Marple se posèrent sereinement sur lui. Elle ne dit rien. Pas encore. Le thé continua, sans incident apparent. Mais lorsque les invités se levèrent pour partir, Miss Marple ramassa discrètement les tasses, remarquant la légère trace maintenant présente sur le bout des doigts de M. Emery. La tache invisible transférée exactement comme elle l'avait prévu. Elle replia son châle sur ses épaules et se tourna vers l'inspecteur Graves. « Je me demandais, inspecteur, si je pouvais avoir un entretien privé à la sacristie demain matin. Il y a quelque chose que vous devriez voir, je pense. »
L'inspecteur, peu habitué à être interpellé par de vieilles filles, inclina néanmoins la tête. Il avait appris que lorsque Miss Marple parlait sur ce ton doux, presque désolé, c'était souvent le prélude à une révélation. Et M. Emery, debout, raide et pâle, dans l'embrasure de la porte, ne regardait pas Miss Marple, mais la théière sur la table, brillante, silencieuse, accusatrice. Ce soir-là, Miss Marple était assise à son tricot, l'esprit serein. Le piège avait été tendu, et les coupables s'étaient trahis. Bientôt, il ne restait plus qu'à lever le rideau et montrer au village ce qui avait été caché à la vue de tous. Chapitre 13. La révélation du salon. La sacristie de l'église de Willowbrook avait rarement été aussi pleine. L'inspecteur Graves se tenait raide à son bureau, carnet à la main. Le docteur Whitcomb s'appuyait sur sa canne, l'air d'un homme qui préférerait être ailleurs, mais trop curieux pour partir. Madame Pratt et mademoiselle Carter étaient là perchées sur des chaises le long du mur, le visage empli d'une impatience scandaleuse. Monsieur Emery lui-même était assis lourdement sur une chaise près de la fenêtre, les yeux baissés, les mains immobiles sur les genoux. Et au centre de tout cela, imperturbable, se tenait Miss Marple. Son chapeau noir impeccable projetait une ombre douce sur son visage pâle, et son sac à tricot reposait près de sa chaise, comme s'il s'agissait d'un simple comité paroissial. « Mes chers amis, » commença-t-elle d'une voix douce et désolée, « je pense qu'il est temps que nous comprenions ce qui est réellement arrivé à la pauvre Madame Emery. » Un bruissement parcourut la pièce. L'inspecteur Graves tapota son crayon avec impatience. « Allez-y, Miss Marple. Que proposez-vous » Elle croisa les mains. Ce n'était ni une crise cardiaque, ni un accident. Madame Emery a été empoisonnée. Le poison n'a pas été placé dans les feuilles de thé, mais dans la théière elle-même, dissimulée dans un creux du couvercle. Lorsqu'on y a versé de l'eau chaude et du citron, le liquide s'est infiltré dans sa tasse. « Mon Dieu !» s'écria Madame Pratt. Miss Marple poursuivit sereinement. C'était une méthode des plus ingénieuses, mais aussi très particulière. Voyez-vous, seul quelqu'un connaissant les habitudes de Madame Emery oserait l'employer, car elle seule, lors des réunions de village, insistait pour mettre du citron dans son thé. Le lait n'aurait jamais dissipé l'amertume. D'ailleurs, plusieurs d'entre nous ont bu au même pot sans que cela ne provoque de malaise. Elle laissa les mots reposer, ses yeux se déplaçant d'un visage à l'autre. Le docteur Whitcomb fronça les sourcils. « Mais comment quelqu'un a-t-il pu toucher au couvercle sans se faire remarquer ?»« Très facilement, » dit Miss Marple. Le couvercle était poli souvent, toujours par la même main. Monsieur Emery était très fier de prendre soin de l'argenterie de sa femme. Lui seul aurait su desserrer et ajuster le fleuron sans attirer l'attention. Tous les regards se tournèrent vers le veuf. Ses mâchoires se crispèrent, mais il ne dit rien. Miss Marple poursuivit, d'une voix douce et implacable. La vérité est la suivante. Madame Emery avait découvert des irrégularités dans les fonds paroissiaux. Elle menaça de les dénoncer à la fête. Monsieur Emery, au bord du déshonneur, trouva un moyen de la faire taire. Ce matin-là, chez lui, il prépara la théière. Il lui versa une tasse en privé. La montre s'arrêta à 8h07 et testa le mécanisme. Mais un problème survint, et elle ne s'effondra pas. Craignant d'être découverte, il apporta la même théière à la fête, et là, devant tout le village, elle but de nouveau. L'inspecteur Graves griffonnait furieusement, les sourcils froncés. Et le deuxième incident, la fille du presbytère. Désespoir, dit doucement Miss Marple. Béatrice avait trop remarqué. Elle vit un papier plié caché sous le fond en feutre de la théière, un papier que sa maîtresse comptait utiliser comme preuve. Monsieur Emery comprit qu'elle pourrait parler. Il manipula la boîte à thé pour l'effrayer ou la faire taire, mais sa main tremblait. La dose était maladroite. Elle survécut. Un silence s'installa. Dehors, la pluie crépitait faiblement sur le toit de l'église. Miss Marple sortit alors un petit carré de papier buvard de son sac à tricot. Elle le déposa délicatement sur le bureau devant l'inspecteur. Ceci, voyez-vous, porte la trace d'encre du grand livre de la paroisse. Quelqu'un a géré les comptes à la hâte après la mort de Madame Emery.
Les initiales, floues mais toujours visibles, étaient les siennes. Elle avait écrit son intention d'exiger des comptes. Ce papier sous la théière était sans doute une copie. M. Emery l'a retiré au moment même où il polissait l'argenterie. Elle leva les yeux vers le veuf. Sa voix, bien que douce, était irrévocable. « Vous aviez l'air très dévoué, monsieur Emery, mais le dévouement peut être un masque. La mort de votre femme n'était pas un accident. C'était un meurtre, commis de votre propre main. » Monsieur Emery remua enfin. Son visage pâle et figé semblait gravé dans la pierre. « Elle m'aurait ruiné, » murmura-t-il. « Tout, ma réputation, mon prestige. » Elle l'aurait crié sur la place du village. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Peut-être, mais la vérité, monsieur Emery a une façon de se dire, qu'on le veuille ou non. On ne pourrait la faire taire avec du vernis ou du poison. » L'inspecteur Graves s'avança et posa une main lourde sur l'épaule de l'homme. L'agent se dirigea vers la porte. Madame Pratt haleta bruyamment. Mademoiselle Carter pinça les lèvres d'une satisfaction sombre. Et Miss Marple, joignant les mains, regarda son sac à tricot comme si rien de remarquable ne s'était produit. Chapitre 14. Après à Willowbrook. Dans les jours qui suivirent l'arrestation de M. Emery, Willowbrook reprit son rythme habituel, même si rien ne semble plus jamais comme avant dans un village une fois un meurtre découvert. La cloche du magasin tintait toujours, les cloches de l'église sonnaient toujours, et les oies poursuivaient toujours les enfants dans les espaces verts. Mais sous tout cela résonnait un murmure, une vague de malaise, comme si le village lui-même avait découvert combien la frontière entre respectabilité et ruine était ténue. Au Blue Boar, les fermiers hochèrent la tête en buvant leur pinte. « Je n'aurais jamais cru ça de lui, » dit l'un d'eux gravement. « Un homme tranquille, qui entretenait son jardin avec soin. »« Les plus discrets sont les pires, » répondit un autre avec délectation. « Croyez-moi, Miss Marple l'a vu tout de suite. » Chez l'épicier, Madame Pratt répandit l'histoire à tous ceux qui étaient à portée de voix, y ajoutant ses propres fioritures, jusqu'à ce qu'il semble que la moitié de la paroisse ait échappé de justesse à l'empoisonnement. Mademoiselle Carter, au contraire, déclarait sévèrement que de telles malheureuses agitations distrayaient les enfants de leurs leçons, et qu'il ne fallait jamais en parler, même si elle en parlait assez souvent. Et la pauvre Béatrice, pâle mais en convalescence, fut recueillie par la femme du vicaire pendant un temps. On lui confia des tâches plus légères et on lui fit bénéficier d'une gentillesse qu'elle ne connaissait pas auparavant. La jeune fille souriait timidement à chaque passage de Miss Marple, comme si elle reconnaissait le fil invisible qui l'avait tirée du danger. L'inspecteur Graves fit une dernière visite à St. Mary Mead avant de retourner à Marleycombe. Il se tenait, l'air gêné, dans le salon de Miss Marple, chapeau à la main. « Je ne sais pas comment vous faites, » a-t-il admis. « Je n'avais pas le bonhomme en garde à vue, et je l'aurais gardé là sans vos... vos observations. » Miss Marple sourit sereinement, posant son tricot. « C'est très simple, inspecteur. Les gens se révèlent dans les plus petites choses. Un homme peut maîtriser ses paroles, mais pas la façon dont sa main soulève un couvercle, ou dont ses yeux scintillent à la mention du citron. » Graves secoua la tête. « Je n'entendrai plus jamais le mot « théière » sans penser au meurtre. »« Ah !» dit doucement Miss Marple, « mais la plupart des théières sont innocentes. Seules les mains qui les utilisent peuvent être coupables. » L'inspecteur partit avec un sourire ironique, et Miss Marple retourna à son tricot, les aiguilles claquant doucement comme le passage du temps. L'été s'achevait, et avec lui le souvenir de la fête. De nouveaux ragots le remplaçaient, un nouveau curé, les dahlias de Madame Pratt, un chien errant installé près du bureau de poste. Pourtant, de temps à autre, lorsque le vicaire versait le thé dans la salle paroissiale, un silence régnait un instant, et quelqu'un jetait un coup d'œil à la théière en argent avec inquiétude. Elle brillait encore, polie à la perfection, mais elle avait perdu son innocence. Après tout, c'était la théière qui n'avait pas renversé de thé, et qui pourtant avait versé la mort. Miss Marple, dans son propre jardin soigné,
contemplait ces roses avec une satisfaction tranquille. Un autre crime résolu, un autre petit trouble de la nature humaine corrigé. Pourtant, elle ne se berçait pas d'illusions en croyant que le monde était en sécurité. Le mal, elle le savait, rôdait aussi naturellement dans les chemins de campagne que dans les rues des villes. Mais pour l'instant, l'air était calme, la bouilloire chantait joyeusement, et la vie à Willowbrook continuait. Et Miss Marple, avec ses aiguilles qui claquaient et ses yeux attentifs, attendait patiemment le prochain murmure de trouble qui viendrait troubler la paix du village. Chapitre 15. Un village se range. Les funérailles de Madame Emery eurent lieu par une fraîche matinée de septembre. L'église était pleine, non par amour pour le défunt, mais par la curiosité qui pousse toujours un village à assister à l'enterrement de ses propres scandales. Gants noirs, voile noir, tout respectueuse, et pourtant, sous tout cela, les murmures des spéculations persistaient comme de la fumée. Monsieur Emery, absent et déshonoré, n'était évoqué qu'à voix basse. Certains le plaignaient, d'autres le condamnaient, mais tous s'accordaient à dire que la théière ne servirait plus jamais à Willowbrook. Elle fut discrètement rangée dans le placard de la sacristie, son éclat argenté dissimulé sous un linceul de lin. Ensuite, tandis que les personnes en deuil regagnaient leur chaumière, Miss Marple s'attarda dans le cimetière. Elle s'arrêta près d'une tombe fraîchement retournée, où la terre humide exhalait une odeur riche et sombre, et se pencha pour redresser une couronne emportée par le vent. « Étrange, n'est-ce pas ?» dit doucement le vicaire en la rejoignant, « la rapidité avec laquelle la vie reprend son cours normal. Pourtant, pendant des semaines, des mois, on en parlera encore. » Miss Marple hocha la tête. « La nature humaine s'épanouit dans les paroles, vicaire. Cela aide les gens à dissiper leur peur. Un village n'est jamais aussi lui-même que lorsqu'on parle de mort. » Il la regarda gravement. « Tu ne te lasses jamais de voir le pire chez les gens. » Son sourire était doux. « Au contraire, moi aussi je vois le meilleur. Pour chaque main qui empoisonne, il y en a 10 qui apportent des fleurs, offrent un bol de bouillon ou réconfortent les effrayés. Il faut observer les deux. » Ce soir-là, elle était assise dans son salon, une lampe éclairant chaleureusement son tricot. Dehors, les enfants couraient dans le chemin en riant, leurs cris se mêlant aux cris des corbeaux perchés dans les orges. La vie avait repris son cours normal. Miss Marple nouait son fil, lissait le carré terminé et le plaçait soigneusement sur la pile grandissante. Chaque morceau de tricot, comme chaque mystère, trouvait sa place dans le modèle. Elle se versa une modeste tasse de thé, du lait, pas du citron, et sourit faiblement. À Willowbrook, comme partout ailleurs, des secrets mûrissaient toujours toute la nuit, et lorsqu'ils étaient révélés, quelqu'un devait être prêt à goûter la vérité.